Sud Radio, parlons vrai. On est ensemble jusqu'à midi aujourd'hui pour débattre de l'actualité. Actualité particulièrement triste ce lundi matin puisqu'on va revenir sur la disparition absolument dramatique de la petite Vanille. Elle avait 1 an et c'est finalement sa mère, après l'alerte enlèvement, qui a permis aux enquêteurs de retrouver le corps de la petite. La mère qui avait toujours le droit de voir la petite fille. Est-ce un raté des services sociaux? On en débattra avec nos débatteurs. Justement, nous sommes aujourd'hui avec Dominique de Montvalon, journaliste politique. Bonjour Dominique. Bonjour. Nous sommes avec Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron. Bonjour Ambroise. Bonjour et merci de l'invitation. Avec plaisir. Et Alexis Poulain, vous le connaissez, tous les lundis sur Sud Radio, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne. Nos autres débats aussi, on va parler politique, évidemment, campagne municipale. Est-ce qu'il y a une violence inédite? Est-ce que c'est possible encore de faire campagne sereinement, sans s'énerver contre la République en marche? C'est un véritable sujet puisqu'il y a eu plusieurs agressions qui ont notamment visé des défenseurs de la majorité, mais pas seulement. On en parlera, notamment un candidat du Rassemblement national qui a été agressé aussi ce week-end dans le Sud. On va parler aussi du débat parlementaire puisque les esprits s'échauffent à l'approche de la réforme des retraites et de cette discussion en tout cas. Est-ce que les méthodes de la France insoumise à l'Assemblée nationale sont antidémocratiques? C'est ce que soutient en tout cas la majorité. Voilà pour notre programme. Mais auparavant, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Nous allons commencer avec vous puisque vous êtes un petit peu le petit nouveau de cette émission. Ambroise Méjean, coup de gueule je crois. Coup de gueule, oui. Je suis ravi que vous me donniez l'occasion de le faire ici. Depuis une semaine, on entend parler de cette fameuse étude de l'OFCE qui a été publiée la semaine dernière et qui nous ferait encore une fois croire que Emmanuel Macron est le président des riches. Alors je voulais dire 3 choses. Déjà, je commence à en avoir un peu marre de ce refrain habituel qui est en dehors de toute réalité. Pour quelle raison? Déjà parce que l'étude de l'OFCE, elle prend pas en compte plusieurs choses. Elle prend pas en compte la hausse de la prime d'activité. Elle prend pas en compte tout un tas de dispositifs comme le plan pauvreté avec les petits déjeuners gratuits pour les collégiens. Elle prend pas en compte le retour à l'emploi de nombreux Français qui étaient dans cette trappe à pauvreté qui aujourd'hui en sortent grâce aux emplois qui ont été créés, 500 000 depuis le début du quinquennat. Donc ça, c'est la première chose. Elle ne prend pas en compte beaucoup de choses. Et puis, quand on entend le refrain du président des riches, on oublie aussi quelque chose, c'est que c'est le président des classes moyennes, parce que cette étude, elle montre quoi? Que le pouvoir d'achat des classes moyennes a fortement augmenté avec la baisse de l'impôt sur le revenu. C'est 5 milliards, c'est 350 € en moyenne par an cette année. C'est la suppression de la taxe d'habitation, c'est l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires. Là, vous parlez des classes moyenne. Justement, oui. Cette étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques pointe le fait que les 2/3 des ménages appartenant aux 10% les plus modestes, en gros les 2/3 des plus pauvres français, eh bien, ont vu leurs revenus baisser depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est le président des riches, mais en tout cas, ça sous-entend que c'est pas le président des pauvres. Et c'est faux, parce que justement, il n'y a pas de prise en compte de la prime d'activité, il n'y a pas de prise en compte des 15 milliards mis sur la formation. Vous vous rendez compte que depuis le début de ce quinquennat, on a fait un effort qui est inédit sur la formation. 15 milliards, ça veut dire qu'on a aidé 1 million de jeunes et 1 million de personnes qui étaient éloignées de l'emploi à bénéficier d'aide à la formation. Aujourd'hui, il y a une application, d'ailleurs j'invite tous ceux qui sont en recherche d'emploi à aller dessus, qui a été créée par Muriel Pénicaud, qui s'appelle Mon compte formation, qui permet à des gens de bénéficier de tous les points formation qu'on a mis en place depuis le début du quinquennat. Et juste ce que je veux dire, c'est que je trouve assez insupportable. Déjà, que cette étude, elle soit biaisée, parce qu'elle l'est, et il suffit simplement de regarder le fait que tout n'est pas pris en compte dans cette étude. 2, que ça nous empêche de parler de la hausse du pouvoir d'achat pour toutes les catégories de population en France. Et 3, que ça soit encore l'occasion d'un refrain perpétuel sur le président des riches avec, vous me permettez cette petite accroche sur l'ISF. J'entends le retour de l'ISF et des 3 milliards de l'ISF. Si on écoutait toutes les oppositions à la majorité qui nous disaient depuis le début du quinquennat, vous auriez pu mettre 3 milliards ici, 3 milliards par là, 3 milliards par là, on a l'impression que la baisse de l'ISF, c'est 200 milliards sur le quinquennat. C'est juste n'importe quoi. Alexis Poulain. Alors, Emmanuel Macron, c'est des grands donateurs très riches qui ont été derrière sa campagne. Donc c'est le président des riches déjà de manière socio-culturelle. Ensuite, il fait une politique qui est une politique très inspirée de ce qu'a été la politique thatchérienne, c'est le choix de la pauvreté. C'est-à-dire que la réforme de l'assurance chômage va mettre dans la précarité des gens qui jusque-là avaient droit à une certaine couverture de solidarité grâce à l'État-providence qu'on est en train de liquider gentiment. Et puis vous avez la réalité des chiffres. Et le FCE, on ne peut pas leur critiquer leur travail sérieux sur les chiffres. C'est les plus riches qui bénéficient d'abord des politiques d'Emmanuel Macron. C'est les actionnaires français qui sont les plus enrichis l'an dernier grâce aux politiques d'Emmanuel Macron. Alors certes, il fallait bien sûr libérer les énergies du pays, faire en sorte que les investisseurs soient les bienvenus, mais quelle est derrière la volonté de casser la solidarité avec cette réforme de l'assurance chômage qui ne va pas aider les gens qui sont dans le chômage, et puis cette réforme des retraites qui, on ne veut pas le dire, mais en filigrane, c'est travailler plus pour moins. Voilà, on va travailler plus longtemps et les pensions de retraite vont diminuer parce que le point, ça reste une grande
Non, Cela étant dit, on peut parler effectivement de cette réforme de l'assurance chômage dont parlait Alexis Poulain, parce qu'elle est quand même particulièrement injuste. J'allais dire, injuste, ça c'est votre jugement de valeur, mais en tout cas sévère pour effectivement les personnes qui sont au chômage, puisque vous êtes moins longtemps indemnisé si vous êtes au chômage et vous êtes moins bien indemnisé. Donc on peut pas dire que là ce soit des riches qui aient pâti de la politique d'Emmanuel Macron. Déjà, la première chose qu'il faut dire sur cette réforme de l'assurance chômage, c'est qu'elle intervient à un moment où on a les meilleurs résultats sur le chômage depuis 10 ans, parce qu'on parle beaucoup de problématiques et de problèmes en France. On aime bien souvent se complaire dans les problèmes, mais la réalité c'est qu'on a le plus faible taux de chômage depuis 2008 ou 2009 en France, et que ça c'est un résultat qui est inédit. Sur la question de l'assurance chômage, ça avait été clair pendant l'élection présidentielle, et moi je sais pourquoi je me suis engagé. C'est d'un côté dire on met beaucoup d'argent sur la formation pour que les gens puissent retrouver à l'emploi, et de l'autre côté, il y a effectivement des mesures qui visent à faire que l'assurance chômage soit plus efficace, et c'est-à-dire que oui, il y a des moments où l'assurance chômage n'est plus accessible parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas tournées vers le retour à l'emploi. Ça, c'est la réalité. Dominique de Montvalon, Macron, président des riches, c'est une caricature ? Aux yeux de certains, ça devient une caricature, c'est un débat. Attendez, je vais vous dire un sentiment. J'écoute Alexis Poulain et Ambroise qui vient de Ambroise Méjean. Ambroise Méjean, pardonnez-moi. Pas de souci. Voilà, Ambroise Méjean, c'était pas que en fonction de votre âge, j'entendais ne vous traiter que par votre prénom. C'était au contraire de la considération. Alors, et l'un et l'autre, qui sont pourtant en désaccord sur le fond, vont m'agonir virtuellement d'injures, parce que, je veux dire, chacun des deux, et je prends les auditeurs à témoin, ou téléspectateurs, chacun des deux viennent de nous dire ce que l'on entend sur les tréteaux semaine après semaine. C'est-à-dire Alexis Poulain, brillamment comme d'habitude, a entamé, et là, Alexis, vous avez tenu votre temps de parole, mais vous avez esquissé ce qui pourrait être développé, et Ambroise Méjean, avec passion... Est-ce que c'est aussi brillamment cette question? C'est pas la même chose. Il y a une différence d'âge. Avec moi, elle est considérable. Mais il y a pardonnez-moi, je vais m'autoriser un petit trait d'humour, mais sérieux. Il y a du potentiel chez nous. J'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que... d'accord. C'est difficile de trancher. Il est vrai, malgré tout, que lorsqu'on regarde... Comme c'est connoté, alors je vais quand même vous dire une chose. Comme c'est connoté Mélenchon, pour moi, donc je n'accepte pas, je ne retiens pas pour ma part... Bon, je n'accepte pas, j'ai pas de titre à le faire, mais je ne retiens pas pour ma part la formule. Mais bon, on sait très bien que c'est une problématique. S'il y a du mieux en France, à qui ça profite? C'est ça, au fond, que le récent rapport est en train de dire. Alors, ce rapport est pris au pied de la lettre par certains, et ils en tirent des conclusions qui sont très sévères pour Macron. D'autres, en tout cas chez les macronistes et même dans le gouvernement, soulignent que certains éléments n'ont pas été... Bon, voilà, ok. Que les auditeurs se fassent toujours centriste, une religion. Dominique de Montvalon, toujours centriste et nuancé. C'est pas scandaleux par les temps qui courent. Absolument. Parce qu'on va parler tout à l'heure de violence. Mais là, j'ai rien à dire. Soyez la voix de la raison. Bref, caricature en tout cas pour Ambroise Méjean, on l'aura bien compris. Dominique de Montvalon, vous aviez... justement... Oui, alors non, je voudrais dire une chose, c'est que je crois je peux dire ce dont va parler... Alexis Poulain dans quelques instants. Vous avez le droit si vous voulez. Moi je voulais d'abord qu'on parle du Rassemblement national. Je dis aux auditeurs, on va garder le suspense, que j'avais fait le même choix à distance en concertation. C'est pas la première fois. Et comme il a... Vous parlez de vos pronostics cinématographiques. On va y arriver juste après. J'ai choisi donc un autre thème pour pas doublonner. Moi je voudrais dire 3 mots des dettes du Rassemblement national. Parce que Marine Le Pen et son Rassemblement national, quelquefois ça date du Front National, mais restons au Rassemblement national, ils doivent de l'argent, ou ils continuent de devoir de l'argent à Jean-Marie Le Pen, ils en doivent à la Russie, parce qu'ils ont été obligés de s'adresser... Et enfin, ils en doivent un peu partout. Alors, j'ai bien noté au passage, je le dis, pour que les choses soient bien claires, qu'ils ont du mal à faire des emprunts légitimes et fondés et articulés auprès des banques françaises. C'est un gros problème. C'est un fait. Est-ce que je voudrais... Oui, c'est un fait. On rappelle juste avant le contexte, pourquoi nous parlons justement des dettes du Rassemblement national. Marine Le Pen vient de lancer un emprunt patriotique, comme elle le dit, c'est-à-dire une souscription auprès des Français volontaires qui voudraient prêter leur argent au parti. Moi, je voudrais simplement dire une chose. J'aimerais que sur tout cela, dans le cas précis, ça peut valoir pour d'autres, dans d'autres circonstances, mais dans le cas précis de la part du Rassemblement national, il y ait un peu de clarté. L'opacité n'est pas une politique. Moi, je le dis d'autant plus que je suis, par tempérament, sur tous les terrains, contre
la pseudo-transparence absolue, concept américain, qui pour moi n'a absolument aucun sens, mais c'est un autre débat. Donc, en tout cas, je ne suis pas un fanat. Vous reprochez au Rassemblement national de quoi ? De ne pas publier ces chiffres ? Non, je voudrais pas. Je voudrais, comme électeur, et en l'occurrence comme journaliste, je voudrais pas chaque fois être pris au dépourvu au dernier moment et on découvre, avec des interprétations entre lesquelles je ne suis pas capable de trancher, qu'il y a des dettes par-ci, des dettes par-là, etc. Bon, ça fait mauvais genre vis-à-vis des électeurs. Donc, un peu plus de transparence. Pourquoi ? Et on a compris qu'aujourd'hui, il y avait des problèmes. C'est pour ça qu'ils font un peu la quête citoyenne, si je puis dire. Après tout, pourquoi pas ? Ça pose une autre question, ceci dit. Mais quand même. Quelle que soit la réalité, d'ailleurs, des comptes, j'allais dire, du Rassemblement national, on a quand même le parti politique qui est arrivé en tête aux dernières européennes et qui n'arrive pas à se financer. C'est quand même... Non, je l'ai mentionné, peut-être d'une seule phrase, mais elle était forte dans ma tête. Non... J'ai dit transparence. C'est ça. Plus de transparence de la part du Rassemblement national, puisqu'il aspire à gouverner la France demain. Et par ailleurs, il va falloir clarifier un peu les données. C'est ça. Donc, comment se fait-il que les banques, c'est ce qui est dit, et c'est pas la première fois que c'est dit, que les banques françaises refusent de faire des... National. Alors, j'aimerais que les banques en question nous expliquent le pourquoi du comment. C'est ça. De leur nom. Ambroise Méjean ? Oui, alors je suis d'accord et on ne pourra pas m'accuser d'être l'avocat du Front National, mais je pense que le premier problème que ça pose, cette affaire, avant de faire des critiques sur la gestion du Rassemblement national, c'est d'abord le financement de la démocratie. Je me rappelle qu'en 2017, quand François Bayrou est arrivé à la chancellerie, il avait promis la Banque de la démocratie, qui était à mon sens une bonne idée, qui permettait du coup d'assurer le financement des partis politiques, et je ne sais pas où en est cette idée, et je vous le dis d'autant plus que je suis dans la majorité, j'aimerais bien qu'elle soit remise au bout du jour. C'est un dossier qui a pris beaucoup de retard, et j'ai l'impression n'est plus dans les radars, et c'est dommage parce que ce serait le moyen d'éviter ça. Une fois que c'est dit et une fois qu'on a dit qu'il faut que le Front National, évidemment, Rassemblement National, qui est un parti majeur de la vie politique française, même si moi je le combats, il faut qu'il puisse se financer et qu'il puisse se présenter aux élections. C'est normal. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est quand même effectivement le manque de transparence. Et moi, je veux insister sur un point, c'est sur ce prêt russe. Il y a quelques mois, Jordan Bardella disait sur les plateaux télé que le prêt avait été remboursé en cours de remboursement. On se rend compte aujourd'hui que c'était pas le cas. Donc moi, j'interroge le Front National. Pourquoi ce mensonge ? Pourquoi avoir dit que c'était en cours de remboursement alors que ça l'est pas ? Et le troisième point que je trouve dommage, mais peut-être qu'est-il lié au premier, c'est évidemment que le Front National, qui donne des leçons de patriotisme et de nationalisme toute la journée, aujourd'hui se finance dans des banques qui sont dans des pays comme la Russie, dont on sait la difficulté avec ce qu'est la démocratie aujourd'hui. Voilà mes 3 points. Alexis Poulain. C'est Le prix de la démocratie, le livre de Julia Cagé qu'il faut lire parce qu'elle pointe du doigt ce problème du financement démocratique. Aujourd'hui, on est effectivement, et pourquoi Macron peut être taxé de président des riches, dans une plutocratie. C'est l'argent qui fait la loi. Parce que si on avait effectivement un impôt qui faisait que chacun donnait, et non pas par choix, mais à hauteur, chaque parti était financé parce que... C'est déjà un peu le cas avec les C'est loin d'être le cas parce qu'en fait, quand vous donnez la somme maximum, vous avez en plus une déduction d'impôt. Donc fait, vous gagnez de l'argent. Pas sur le don, sur le financement des partis politiques, le fonctionnement actuel. Le problème aujourd'hui, c'est bien ça, c'est le don. Et puis, on a toutes ces histoires de corruption derrière, de financement occulte. On est en train de voir ce qui va arriver à Nicolas Sarkozy avec son financement possible de cette campagne de 2007 avec l'argent de Kadhafi. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on avec l'argent présumé. On va voir. J'insiste auprès des auditeurs. Alexis Poulain reprend une thématique qui trouvera peut-être un débouché un jour, mais on va voir. C'est un feuilleton sans fin. C'est un feuilleton judiciaire. Celui-là, particulièrement. Et important, parce que 95, par contre. Important s'il débouche sur quelque chose. Sarkozy et Balladur, là, c'est les frégates de Taïwan, et là, ça a été jugé. Et vous avez eu aussi l'affaire de Karachi, effectivement, qui on a bien parlé d'opacité. La campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Restez avec nous, chers amis. On ne vous mettra pas d'accord, mais c'est le principe aussi du débat. Nous sommes toujours avec Dominique de Montvalon, journaliste politique, Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication de la revue Le Monde Moderne. Vous nous appelez, vous qui écoutez Sud Radio, 0826 300 300. Parlons vrai. Dans quelques minutes, notre premier débat, et on est assez triste d'ailleurs de commencer par ce débat-là et de commencer la semaine, mais c'est malgré tout la nouvelle tragique de cette semaine, la disparition de la petite Vanille. 1 an, sa mère, après l'alerte enlèvement, a avoué l'avoir tuée. Elle a conduit les gendarmes, les enquêteurs, au corps de la fillette. Est-ce qu'il y a eu un loupé des services sociaux ? On est bien obligé de se poser la question puisque la maman avait toujours
toujours le droit de voir sa fille. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats d'actualité Sud Radio, parlons vrai avec nos 3 débatteurs. Dominique de Montvalon, journaliste politique, Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, Alexis Poulain, directeur de publication du Monde Moderne. Vous nous appelez au 0826 300 300. Dans quelques tout petits instants, nous allons revenir sur le drame du week-end. Cette alerte enlèvement qui, pour la première fois, n'a pas permis de sauver un enfant puisque la petite Vanille, 1 an, a été retrouvée morte après que sa maman eut avoué effectivement avoir mis fin à ses jours. Est-ce qu'il y a eu un loupé des services sociaux ? On en parle dans quelques tout petits instants. Auparavant, juste pour se remonter le moral, le coup de cœur d'Alexis Poulain. C'est sur les Oscars et Parasite, le film coréen qui a raflé 3 Oscars, il me semble. C'était votre favori ? C'était mon favori, surtout c'est un film vraiment excellent, qui est un film politique. Et au-delà de ça... Racontez en quelques mots. C'est difficile à résumer. Difficile à résumer, mais on va dire que c'est sur ces invisibles de la société qui ont bien du mal à survivre dans une société inégalitaire. Et c'est sur la lutte des classes remis au goût du jour avec un twist et une issue particulière. Mais il y avait vraiment déjà le fait de choisir un film coréen et pas autrement pour l'Oscar, c'est quand même pas rien. Et un film politique de cette ampleur-là, avec en plus l'Oscar du meilleur acteur qui va à Joaquin Phoenix pour le rôle de Joker. Et là ce qui était attendu d'ailleurs. Ce qui était attendu, mais qui est aussi un film politique qui sort d'Hollywood pour dénoncer encore une fois cette violence endémique, et on va en parler aussi ici, de la société. C'est-à-dire qu'on est en train de voir une montée aux extrêmes, une montée de violence et un retour de la lutte des classes, mais de manière physique et violente. Et le fait que les cinéastes en parlent et en fassent des films montre aussi que la société n'a pas le moral et qu'elle s'inquiète elle-même sur son... Et c'est la température. L'art, il est là pour refléter le réel et le mettre en scène, pour expliquer un peu ce qui se passe. On est en train de vivre ça et j'ai pas l'impression que les réponses politiques soient à la hauteur. Et l'inquiétude, elle vient de là. Dominique de Montvalon ? Je partage tout à fait le coup de cœur d'Alexis Poulain, mais comme tout est politique, c'est bien connu, Alexis Poulain tire complètement le film vers une interprétation politique qui peut retenir certains des auditeurs qui n'ont pas encore vu le film d'aller le voir. Moi, alors, ce qu'il dit, je le partage aussi. C'est un thriller aussi. Enfin oui, c'est aussi un polar psychologique. Voilà. Et c'est un film superbement fait. Et puis j'ajouterais sur un tout autre plan que alors que grâce à Trump, on a beaucoup entendu parler, sans qu'on sache d'ailleurs le fin mot de l'affaire, beaucoup ont entendu parler du dictateur de la Corée du Nord, qui nous menace, etc. Kim Jong-un. Rappelons que c'est un film de la Corée du Sud et que, pour des raisons historiques, la Corée est coupée en 2. Il se passe des choses en Corée du Sud et c'est assez sympathique. Donc votre conseil aux éditeurs de Sud Radio, même si vous êtes de droite, allez voir le film Parasite. N'ayez pas peur de la lutte des classes. Non. Pardonnez-moi, je vous dites ce que je m'incline, mais je dirais, si vous aimez le cinéma, bon film avant tout. Il ne faut pas aller avec une carte d'électeur à la main. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Ambroise Méjean. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu et donc... Même avec ces commentaires-là, ça donne envie d'aller le voir et je pense que je le ferai la semaine prochaine. Joker, vous l'avez vu par exemple ? Joker, je l'ai vu, oui. Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Mais malgré tout, un film assez pessimiste sur l'état de notre société. Alors après, il faut se rappeler aussi d'où vient le Joker et de quelle histoire est racontée ici. C'est pas, on raconte pas l'actualité uniquement avec ce film. Est-ce qu'on est une génération ? Je pense qu'il y a une part de vérité dans ce que vous disiez sur effectivement le fait qu'il y a une montée des violences dans la société, etc. Mais moi, je veux croire que c'est plus lié et qu'il y a plus une volonté des réalisateurs de mettre là une fonction cathartique, comme à l'époque de la Grèce antique où l'idée c'était de montrer quelles étaient les dérives de la société et comment est-ce que en les voyant les spectateurs pouvaient les éviter. Exactement. Quitte à les pousser à l'extrême. En tout cas, c'est le vœu que je forme. Et c'est le vœu qu'on va tous former, puisqu'auparavant, tout de suite, pardonnez-moi, nous allons commencer notre premier débat et revenir. Et bien sûr, ce drame, la petite Vanille, 1 an, retrouvée morte ce week-end malgré l'alerte enlèvement. D'habitude, une alerte enlèvement permet toujours de retrouver un enfant qui a disparu. Pas là, parce qu'effectivement, l'alerte enlèvement a permis de retrouver la maman de Vanille qui a fini par avouer que c'est elle qui avait mis fin au jour de sa fillette. Question, elle avait de graves problèmes psychologiques, c'était admis, cette maman. Est-ce qu'il y a eu un loupé des services sociaux ? C'est une question qu'on est obligé de se poser. 0826 300 300. On accueille tout de suite Maria qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour à vous, Maria.
Oui, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Écoutez, on embrasse tous Valérie Expert, Maria, c'est promis. Elle revient dès demain. Voilà, moi je trouve très facile, c'est trop facile d'incriminer les services sociaux. Cette femme, elle est catégorisée malade mentale avec des troubles profonds, on lui confie un enfant 48 heures. C'est pas la faute des services sociaux, je pense qu'il a une législation derrière. Et qui c'est qui s'occupe de la législation dans ce pays? Ce sont les parlementaires. Et les juges. Alors les parlementaires la dessinent, c'est vrai, les parlementaires la conçoivent et ensuite les juges l'appliquent. Ok, bon, à ce moment-là, on va chercher les responsabilités plus haut parce que c'est pas les services sociaux qui vont dire on peut pas donner cet enfant à cette dame puisque c'est la mère et qu'on privilégie aujourd'hui les rapports même avec des parents délirants. On privilégie la mère plutôt que l'enfant. Alors moi je suis un peu inquiète parce que dans une société on va faire beaucoup d'enfants, des enfants comme ça qui vont sortir de partout. Eh bien on voit qu'on privilégie plutôt l'adulte sur l'enfant. Alors c'est un fait effectivement dans cette affaire que la maman qui avait de graves troubles psychologiques, eh bien elle était hébergée et cette solution d'hébergement a permis, sous la décision du juge, effectivement qu'elle puisse voir sa petite Vanille pendant 48 heures assez régulièrement. Merci Maria de nous avoir appelé depuis Bordeaux. Alexis Poulain, est-ce qu'on privilégie, vous pensez, effectivement les parents aux enfants? C'est facile effectivement de tirer une leçon pareille après un drame pareil, hein. Mais on se pose tous la question à première vue. Maria a tout à fait raison de dire qu'il y a un cadre légal et il y a une philosophie aussi derrière l'accueil à l'enfance, la protection de l'enfance, qui est d'essayer de maintenir le lien familial tant que faire se peut. Et effectivement, on a souvent cette question de dire est-ce qu'il faut retirer un enfant le plus vite possible à une famille, et parfois on ne le fait pas et les drames arrivent. Il faut parler du nombre de morts d'enfants dans ce pays quand même, qui est le meurtre des invisibles. On parle de 80 morts par an en moyenne, enfin quelque chose d'incroyable, quoi. Sans compter les violences sexuelles. Donc effectivement, on a un peu l'impression que ces victimes qui sont fragiles, qui sont faibles, sont laissées sur le côté par la façon dont on s'occupe d'elles. Ça pose la question de revoir la façon dont on accueille les familles d'accueil, les moyens donnés aux familles d'accueil, la formation des familles d'accueil, les foyers d'accueil. Mais surtout les foyers, il y avait ce reportage qui a fait scandale, mais c'est pas nouveau. Enfin, oui, les foyers, on mélange à la fois les victimes et les agresseurs. Enfin, c'est un truc. Vous avez dans des ça foyers, pose question à personne. Vous avez dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance, en fait, 60% des enfants en France, bien aujourd'hui, qui sont victimes de violences, soit venant d'éducateurs, soit venant d'autres enfants qui sont dans le même foyer. C'est l'histoire de la violence. Ce qui peut aussi nous pousser à nous mettre à la place du juge, qui se pose la question à deux fois avant de se dire non, cet enfant n'aura plus jamais le droit de voir sa maman. Après, j'imagine que l'enquête déterminera si effectivement on pouvait prévoir qu'elle serait dangereuse pour sa fille ou pas. On en discute avec Dominique de Montvalon et avec Ambroise Méjean dans quelques instants. Est-ce qu'il y a eu un loupé, alors soit de la justice, soit des services sociaux, en tout cas dans le fait que la petite Vanille ait continué à voir sa maman alors même que c'est elle, avec ses troubles psychologiques assez graves, qui a fini par mettre fin au jour de sa fille. On en parle dans un instant. Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai. Vous retrouvez les débats de l'actualité, animés d'habitude par Valérie Expert, qu'on embrasse à nouveau et qu'on retrouvera à partir de demain à 10h sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec nos trois débatteurs, Dominique de Montvalon, journaliste politique, Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, et Alexis Poulain, directeur de la publication du Monde Moderne. Nous revenons sur le drame du week-end, la disparition de la petite Vanille, 1 an, tuée par sa maman. C'est sa maman elle-même qui l'a avoué après avoir été retrouvée à la suite d'une alerte enlèvement. C'est la première fois qu'une alerte enlèvement, d'ailleurs, ne permet pas de retrouver un enfant sain et sauf, ce qui est particulièrement dramatique. Alors la question, est-ce que la maman, qui manifestement avait de graves troubles, aurait dû continuer à voir la petite? C'est elle qui a avoué avoir mis fin au jour de la fillette. Est-ce qu'il y a eu un loupé, alors soit de la justice, soit des services sociaux? Dominique de Montvalon, on en parlait pendant la pause, justement, hors antenne. C'est toujours difficile d'avoir une réponse à brûle pour point sur un sujet pareil. Malgré tout, c'est logique de se poser la question. C'est-à-dire sans avoir tous les éléments du dossier. Écoutez, ce que ça m'inspire d'abord, c'est que ce drame épouvantable prend place dans le début d'un mouvement de fond dont j'espère qu'il s'amplifiera. C'est songer aux enfants, victimes d'inceste, victimes de pédophilie,
victimes d'agression, pas tous les enfants, hein, mais victimes d'agression sexuelle, victimes tout simplement de violence, on va dire, en général. Et il est temps, et on s'aperçoit quand on soulève un peu, si je puis dire, la façon imagée, la couverture, qu'il y a ici, là et ailleurs, s'agissant des enfants, beaucoup à découvrir et beaucoup de drames à faire surgir et donc de solutions à trouver. Hein, c'est un continent qui était, continent des enfants en quelque sorte, qui était peu évoqué et à tort. Et à tort, c'est rien de le dire. Et l'autre chose, c'est que c'est compliqué. Donc, nous n'avons pas les pièces du dossier. Bon, d'accord, nous n'avons pas les pièces de dossier. On dit en plus que l'alerte enlèvement, c'est vrai, c'est un fait, n'a pas fonctionné. Enfin, sauf que. Ah non, on dit que c'est la première fois qu'elle ne permet pas de retrouver. Elle n'a pas fonctionné, pardon. Oui, elle n'a pas débouché. Voilà. Oui. Alors, l'enfant avait 1 mois ou 2 mois, je crois, c'est ça? Un an. Mais cela dit, on verra bien avec les enquêteurs. Mais il est fort possible que la fillette ait été tuée avant le déclenchement de l'alerte enlèvement. Donc, il n'y a pas de faire l'enquête à la place de ceux qui doivent le faire. Ouais. C'est tragique, c'est poignant. Mais c'est compliqué parce que vous avez à juste titre posé une question que beaucoup se posent. Mais est-ce qu'on n'a pas, de façon aventureuse, excessive, laissé à une mère déséquilibrée, semble-t-il, enfin même peut-être un peu plus gravement que ça, le soin de s'occuper seule de cet enfant, et on voit quel en a été le destin. Mais vous m'accusez d'être centrisme, je ne sais pas du centrisme, ni même du bon sens. Non, mais accusé, je dis ça en souriant. Mais revenons à des choses sérieuses. En même temps, dans combien de cas les Français ne se sont-ils pas indignés qu'on ait l'air de retirer, de ne pas donner sa chance, malgré tout ce qui s'est passé, si je puis dire, au maintien du lien du sang, au maintien du lien familial. Vous voyez, je ne fais pas beaucoup avancer le public, mais je souligne que là, on est tenté de dire, mais pourquoi l'a-t-on laissé à sa mère? Alors que... Mais dans un nombre incalculable de cas, il y a des décisions prises par des juges, par des animateurs sociaux, etc., enfin, des décisions régulières, hein, où on retire carrément, on rompt ce lien. Ça pose aussi problème. Donc, voilà, on peut raisonnablement se mettre à la place d'un juge, essayer de se mettre à la place d'un juge qui doit prendre une décision qui consisterait à dire non, eh bien cette fille ne verra plus jamais sa maman. C'est vrai que ça ne se prend pas à la légère. Tant qu'à évoquer, je joue juste ça, d'après tous les éléments qu'on connaît, que vous avez indiqués et précisés, on peut aussi dire qu'il y avait une autre solution que de laisser cet enfant seul avec sa mère pendant 48 heures. Peut-être donner sa chance au fait que le maintien du lien du sang et du lien maternel existe, mais sous surveillance, si je peux dire. Enfin, en tout cas, pas le tête-à-tête. On a vu ce que ça avait donné. Ambroise Méjean, on parle justement de ces drames qui sont trop peu évoqués, finalement. Ce nombre d'enfants abandonnés, battus, même lorsqu'ils sont pris en charge. On en a parlé cette semaine sur Sud Radio, dans l'émission de Valérie Expert, notamment ces enfants qui sont placés en foyer, victimes de violences absolument invraisemblables, certains qui se prostituent quand même. Ce sont des enfants qui sont pris en charge par... Ils sont condamnés à la prostitution. Ce qu'on appelait à l'époque l'assistance publique, et qui sont laissés finalement dans une espèce de zone de non-droit. C'est peut-être ça aussi qui aurait attendu la pauvre petite... Vous ne réduisez quand même pas, pardon, j'arrête là, mais ne réduisez quand même pas l'assistance publique et la description que vous venez de faire. Ce sont les foyers. Pardon, là, c'est des choses qui touchent les gens de façon terrible. Alors vous avez raison de dire ça, mais faisons attention à la perception. Absolument, moi je fais attention à la perception. L'assistance publique, j'ai eu aussi affaire à l'assistance publique. Ce n'est quand même pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est même pas d'abord ça, mais c'est dramatique. Si nous parlons des foyers, reconnaissons une chose malgré tout, et ça c'est la Haute Autorité de Santé qui le dit, 60% des enfants qui sont dans des foyers d'enfants placés, donc une partie de l'assistance publique, je ne parle pas des familles d'accueil, et bien 60% de ces enfants sont victimes de violences, soit qu'elles viennent d'éducateurs, soit d'autres enfants. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une situation absolument dramatique. Et puis aussi dans les familles normales, si je peux dire, enfin classiques. Et ça peut arriver que ce soit des enfants placés en chambre. Ça peut arriver dans des familles d'accueil ou dans des familles tout court ou naturelles, ça malheureusement, c'est aussi un autre aspect. Bref, Ambroise Méjean, faut-il finalement en faire une grande cause, je pense la protection de l'enfance? C'est essentiel. La première chose qu'il faut dire aussi, c'est que derrière ces faits, il y a des humains, et je pense moi à la famille d'accueil qui accueillait cet enfant, je pense à toutes les personnes qui ont géré ce cas, qui doivent aujourd'hui être extrêmement choquées, parce que je pense que le juge qui a pris cette décision n'avait aucunement d'intention de provoquer ce cas-là. Je pense que tous ceux qui s'occupaient de cet enfant sont aujourd'hui en état de choc, et c'est la première chose qui me vient à l'esprit. La deuxième chose, c'est aussi de dire que trop souvent,
on a laissé faire ces cas de violence et qu'il faut, dès qu'on les voit, et je pense que toutes les personnes qui vivent ces situations, elles doivent pouvoir avoir les moyens de les dénoncer. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir abordé le sujet la semaine dernière. Je pense que c'est essentiel qu'on fasse de la publicité sur ces sujets-là, parce qu'il y a vraiment un vrai besoin de pouvoir libérer la parole. Et puis le troisième message, c'est sur l'action générale, sur l'aide sociale. Il faut aussi qu'il y ait un peu plus de cohérence dans notre pays. Je vous le disais hors antenne, on a pour la première fois un secrétaire d'État qui a été nommé à la protection à l'enfance. Adrien Taquet, effectivement. Mais le social, c'est aussi une compétence des départements. Et donc, en fait, il y a tout un tas d'échelons qui gèrent toutes ces questions sociales. Et il faudrait qu'il y ait un peu plus de cohésion pour que ça fonctionne mieux, que les dispositifs d'alerte fonctionnent mieux. Et je pense qu'il y a un grand rôle du politique à jouer là-dedans, c'est identifier les dysfonctionnements, voir comment on peut les réparer et proposer des solutions concrètes. Et je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai aucune compétence sur le sujet, mais je compte sur les personnes qui maîtrisent ces dossiers-là pour faire avancer les choses. Et il faudra que tout le monde soit en soutien. C'est évidemment pas une question politique, en tout cas pas politicienne. Allez, revenons à un sujet sur lequel il est plus facile de débattre finalement, où c'est plus naturel. En tout cas, on va parler de la campagne des municipales. Est-ce qu'il y a une violence qui monte dans cette campagne politique ? Est-ce qu'il est possible de faire campagne sereinement ? Des intimidations, des meetings qui sont annulés. On a vu des violences, des menaces. Un assistant parlementaire de La République En Marche qui effectivement a été sévèrement agressé il y a plusieurs jours. Ça s'est passé en Normandie. On a vu dans le Sud un candidat du Rassemblement National qui se fait cracher dessus. Bref, est-ce qu'on peut encore faire de la politique assez sereinement ? Alexis Poulain, une violence qui monte ? Une violence qui monte et qui est assez terrible. On a vu, il y a eu déjà cet été les dégradations de locaux de parlementaires. Il y a eu des élus pris à partie dans cette campagne municipale à Étampes. Un élu de la France Insoumise qui a eu sa maison brûlée carrément. Là, on n'est plus dans un local professionnel. Les invectives, des gens qui ont été frappés sur les marchés. Enfin, il y a une hystérie, il y a une montée de la violence que j'ai dit tout à l'heure qui est assez terrible parce que on a d'un côté un appauvrissement du débat parlementaire et démocratique d'un côté, et de l'autre une montée aux extrêmes avec la violence qu'en fait partie. C'est-à-dire que les gens qui sont privés de parole, parce que si l'Assemblée était représentative, je pense que la parole pourrait circuler davantage. On aurait des débats sans doute un peu plus nourris et qui permettraient justement de canaliser cette représentativité, cette parole. L'absence de représentativité, le manque de représentativité, fait qu'on en arrive là. Le manque de représentativité, c'est-à-dire alors qui n'est pas représenté ? Aujourd'hui, la promesse d'En Marche, c'était quand même l'ouverture à la société civile. Qui a été réalisée. Qui a été réalisée, mais on attend autre chose que des députés qui disent « on m'a demandé de voter ça, donc je vais voter ça ». Enfin, on va revenir sur ce cas de l'allongement du congé. L'allongement de 5 à 12 pour le deuil parental. C'est un bug énorme parce que derrière, vous avez des députés qui disent « bah ouais, on a fait ce qu'on nous a demandé, puis après on nous traite de cons ». C'est pas moi, c'est certains ministres. Ça n'a pas été dit comme ça. Mais... Ouais, c'est globalement, c'est comme ça que ça a été dit. Ça a été dit comme ça. Donc, à un moment, écoutez, si vous avez choisi d'embrasser la carrière politique, qui est une belle carrière, qui est quand même quelque chose d'important, vous êtes un élu de la République. Donc ce sont les politiques qui entraînent. Si je suis votre raisonnement, c'est quand même l'attitude et les propos des politiques qui entraînent justement cette montée de la violence. C'est pas que l'attitude et les propos des politiques. Il y a un climat global. C'est-à-dire que on peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu 2 ans de gilets jaunes et que tous les samedis on avait eu déjà des scènes de violence et que ça continue et qu'on a une fronde globalisée sur cette réforme des retraites. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Or, moi, j'en veux à la majorité d'être dans un déni démocratique, c'est-à-dire de faire semblant d'animer un débat qui n'en est pas un, et puis d'avoir ce grand débat. Prenons le grand débat. Ce moment où on dit, Emmanuel Macron dit, il faut redonner la parole. Justement, les Français, il y a un manque de démocratie, on va faire ce grand débat. Qu'est-ce que c'est que ce grand débat ? C'est encore une fois, une confiscation de la parole. Parce que là où les Français ont fait des cahiers de doléances, là où ils ont débattu, là où les maires étaient heureux de les recevoir, eh bien ces cahiers de doléances, ils dorment maintenant à la BNF, ils n'ont pas été numérisés. Et puis, les conclusions du grand débat, ça a été quoi ? Une conférence de presse d'Emmanuel Macron devant les journalistes. Tout à fait. Et il n'y a rien eu d'autre. Non, mais c'est une confiscation de la parole. Et vous avez quoi ? Mais les réponses politiques, elles sont, encore une fois, dans le même sens. C'est-à-dire que la réponse, c'était, vous voulez que j'aille plus vite, plus loin ? Pas forcément. Il y avait beaucoup d'autres pistes. Non, on fait différemment aussi. Je vous rejoins sur le climat généralisé.
je reviens un instant sur les violences au municipal. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Moi, je suis dans le cadre de mes fonctions, je fais beaucoup de déplacements. J'en ai fait 11 depuis janvier dans différentes campagnes municipales. Sur ces 11 déplacements, il y en a 3 qui ont été perturbés, non pas par des violences, mais par des manifestations, des gilets jaunes qui sont à l'intérieur des meetings. Et j'aimerais déjà qu'on fasse la distinction, parce que trop souvent, et je le dis y compris dans la majorité, certains ne font pas la distinction entre violence et démonstration à l'intérieur du meeting. Je pense que quand les gilets jaunes viennent perturber des meetings, il y a aussi la responsabilité des candidats et des parlementaires, de tous bords d'ailleurs, c'est de pouvoir leur donner la parole et de leur montrer qu'on est à l'écoute et qu'on est capable de dialoguer avec eux. Et ça, c'est essentiel dans la vie politique, et je le dis à tous les parlementaires de la majorité, à tous les candidats. Je pense que certains l'ont très bien fait. Enfin, je le souligne à Tours, j'étais en meeting, Benoît Pierre, notre candidat, a fait cet effort-là de laisser la parole, d'aller discuter avec eux, de prendre des rendez-vous, et c'est essentiel de continuer à le faire. Ça, c'est une première chose, il faut bien la distinguer. La deuxième chose, c'est sur les violences, et il y en a qui sont d'un niveau qui est vraiment inacceptable. J'en ai 3 en tête. À Valence, près de chez moi, dans la Drôme, il y a une manifestation qui est passée près d'un local de campagne. Ils ont mis des fumigènes sous la porte du local de campagne et enfumé des gens qui étaient dans cette permanence. À Lille, ils ont cassé des vitres à coups de pierre alors qu'il y avait des gens dans le local. Et le pire de tout, c'est que je vous donne ici, parce qu'il m'a touché personnellement, à Limoges, on a un référent des Jeunes avec Macron qui a 18 ans, qui s'appelle Lélio. Il est référent depuis 2 mois. Il a organisé sa première réunion autour de la candidate de Limoges avec une vingtaine de personnes dans un bar, et il y a 100 manifestants, notamment des gilets jaunes, qui ont débarqué dans le bar et qui ont hurlé des menaces de mort et qui ont fait un signe de décapitation. Vous imaginez la violence que ça peut représenter pour quelqu'un qui s'engage pour la première fois dans la vie politique, et quoi qu'on en dise, on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut, et moi je suis heureux d'avoir des jeunes qui s'engagent chez nous. Et je trouve que c'est totalement inacceptable, et il faut une condamnation totale, mais de tous les partis, de tous les politiques, de ces violences. Sachant que cette violence peut concerner, on l'a dit d'ailleurs, tous les partis politiques, et bien sûr. Et moi je condamne. Je prends d'ailleurs le cas le plus récent d'hier, ça s'est passé à Toulouse. En tout cas, c'est un candidat du Rassemblement national qui s'appelle Quentin Lameute et qui affirme avec plusieurs de ses colistiers avoir été agressé alors qu'il était en train de faire campagne ou de distribuer des tracts au marché Cristal de Toulouse. Après, il y a des violences verbales, par exemple. Cette vidéo que vous avez dû voir, Ambroise Méjean, ce week-end à Vitry. Alors là, c'est un candidat numéro 2 sur la liste de La République En Marche qui s'énerve sur un marché, là encore, avec un militant anti-Macron et qui lui dit « Ce soir, je te nique ta race ». C'est une citation que je fais effectivement. Donc comme quoi les esprits s'échauffent. Est-ce qu'ils vont continuer à s'échauffer ou est-ce qu'on peut faire baisser la tension? On en parle dans quelques instants avec Muriel qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Béziers. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle, on rêve. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en compagnie de nos 3 débatteurs, Dominique de Montvalon, Ambroise Méjean et Alexis Poulain. 0826 300 300. Muriel, bonjour. Bonjour. Nous parlons de cette campagne des municipales qui semble effectivement donner lieu à une poussée de tension. Vous nous appelez depuis Béziers. Est-ce que vous la constatez sur place, cette tension? Alors nous, à Béziers, c'est relativement calme puisque le maire est plébiscité. Dans les sondages. Oui, voilà. Mais c'est vrai que je comprends très bien que les gens soient énervés et n'en puissent plus. Ça fait quand même 40 ans que les gens disent que ça va pas et qu'on ne les écoute pas. Donc, au bout d'un moment, forcément, il y a de la tension et forcément, à force d'emmagasiner, il y a des débordements. Ce n'est pas quelque chose que je cautionne, mais c'est quelque chose que je peux comprendre puisque que les gens votent ou ne votent pas, on ne les écoute pas. Que les gens manifestent ou ne manifestent pas, on ne les écoute pas. Donc, que faut-il faire dans ce pays pour être entendu? C'est votre ressenti, en tout cas, Muriel, pour vous. Pour vous, il n'y a pas d'autre... Oui. Et vous ne cautionnez pas, j'ai bien noté ce que vous disiez malgré tout, vous ne cautionnez pas les dérapages malgré tout dans ce que vous dites, Muriel, et je vous remercie d'avoir pris la parole sur Sud Radio. C'est que on sent une certaine frustration finalement, ou un certain fatalisme chez beaucoup d'électeurs qui se disent effectivement que les élections ne changent pas grand-chose. Dominique de Montvalon, vous souscrivez à ce fatalisme ou pas? Alors, vous m'en voudrez pas, je reprenais dans votre présentation un mot qui m'a fait tiquer, ou plus exactement qui m'a fait sourire. Au contraire. Où sont les campagnes sereines d'antan? Je traduis un peu ce que vous avez dit. En tout cas, vous avez parlé de sereine. Une campagne électorale, c'est jamais serein. Je dirais que c'est la passion quelquefois violente qui simplement, dans une démocratie qui fonctionne, est canalisée. Mais c'est pas. Vous voyez, je vous taquine un peu en disant ça. Allez-y. Simplement, on est aujourd'hui dans un registre radicalement différent.
Alors, il y a tout ce qui a été dit, y compris, je suis d'accord avec le fait que la non-représentativité ou la presque non-représentativité à l'Assemblée nationale, au Parlement, de courants politiques qui sont aujourd'hui forts, pose un problème. Le Rassemblement national, par exemple. Par exemple. On peut dire aussi un petit peu sur la France insoumise, mais comme ils compensent leur relativement faible nombre, par le nombre d'amendements, activisme verbal et pratique, dans un instant. On a l'impression qu'ils sont 300. C'est ça. Je confirme que pour l'instant, ils sont une trentaine ou 35. Non, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière ont une voix qui porte. Il faut le reconnaître. C'est une performance. Alors, je voudrais simplement ajouter à ce qui a été dit, donc, une chose, c'est que ce qui crée aussi de la tension, indépendamment de Macron, de telle ou telle chose déjà évoquée, c'est qu'on est dans une phase historique extrêmement anxiogène. On change de modèle, on ne sait pas très bien où on va. Macron ou pas, et on peut parler longuement de Macron, mais Macron ou pas. Ça facilite pas les choses, d'accord, mais c'est pas le problème. On est en train complètement de changer, on est en rupture avec le monde ancien. C'est pas ancien monde, nouveau monde, mais c'est un problème de fond. C'est presque un problème de civilisation. Et on le voit partout, en France, mais aussi en Europe, mais aussi dans le monde. Le type de rapports de force ne sont plus les mêmes. Tiens, j'ai envie d'attraper juste au vol et je termine là-dessus. Allez-y. Quand vous voyez la façon dont le président américain, notre ex-allié, peut-être encore un peu Donald allié, Trump, j'espère, se comporte avec les Chinois, avec les Européens, etc., on n'est pas dans la bienveillance, ou en tout cas, qui n'excluait pas le rapport de force, mais qui était quand même le vernis d'une démocratie globale consentie. Ouais. Aujourd'hui, c'est la bourrade, pour se frayer un chemin, le coup de menton, le croc en jambe, et parfois le poignard pour certains planté dans le dos. C'est évidemment, on en trouve le reflet dans nos vies. Alexis Poulain, vous vouliez rebondir. Dominique a tout à fait raison sur cette histoire de rupture entre un monde et un autre, et on peut parler d'époque révolutionnaire, en fait. Ce que fait David Graeber, qui est un ethnologue américain, qui explique que c'est ce moment où les élites en fait ne comprennent plus ce qui se passe en bas et que le peuple commence à se faire voir autrement parce qu'il y a une déconnexion mais qui est évidente, et c'est ce qu'on vit dans plusieurs pays. Enfin, regardez le nombre de pays qui en 2019 sont descendus dans la rue, où il y a eu des répressions sauvages, enfin c'est plus d'une dizaine, et c'est lié aussi à la prise de conscience écologique qui fait que là on est devant un mur et il arrive de plus en plus vite. Et malheureusement, on se rend bien compte que les instances internationales, parce que c'est pas au niveau national qu'on va régler la crise, ça ne marche pas. Les COP se succèdent et accouchent de souris. Est-ce qu'on peut relier, cela dit, et ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut vraiment relier des agressions de candidats Rassemblement National ou La République En Marche en raison de la peur du changement climatique Alors, c'est un peu loin. On est d'accord. Mais c'est pas si loin. Je pense que derrière, il y a cette idée de la dépossession, en fait, de l'action. Et dire, mais en fait, un politique, il est là pour agir. Or, on a affaire à une scène politique qui est dans l'inaction ou l'action de lobbyistes qui vont faire quelques lois par-ci par-là, mais qui ne prennent pas à bras-le-corps les grands problèmes qui sont les problèmes quotidiens. Et croyez-moi, cette urgence écologiste, elle n'est pas à négliger. Et elle fait partie de l'équation, je pense, dans le mal-être. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie. Les jeunes se sentent très anxieux. Alors, et c'est cette anxiété-là qu'il ne faut pas négliger. Je vous rejoins totalement sur la question de l'urgence écologique. Je pense qu'il est au cœur de ce qu'on doit faire. Écologique, qui est au cœur de ce qu'on doit faire aujourd'hui, mais juste sur les violences, pour revenir un peu dessus, il y a quand même quelque chose à nuancer. La semaine dernière, on était avec 300 jeunes avec Macron dans le Nord, on a fait ce qu'on appelle le forum déjà, peu importe, on est allé dans 5 villes qui votent aujourd'hui à plus de 40% pour le Front National, avec 50 personnes. Et on allait poser des questions aux électeurs sur pourquoi est-ce qu'ils votent Front National. Et la première chose qui m'a marqué... Posez-leur la question Rassemblement National, parce que sinon ils vont croire que vous êtes... Mais la première chose qui nous a marqué, c'est pas tant les réponses qu'ils nous ont apportées, même si elles sont intéressantes et très utiles, mais c'est plutôt que, en fait, les gens continuent à nous parler, et même quand on disait qu'on était macroniste, beaucoup d'entre eux nous disaient, mais on n'est pas d'accord avec vous, mais on accepte de discuter avec vous. Et je pense qu'il faut aussi un peu nuancer, du coup, la perception qu'on a de la société. Les violences, elles sont évidemment condamnables, il faut les condamner, mais à force d'en parler, à force de les mettre au cœur de ce qu'on voit dans l'actualité, on en perd de vue ce qui fait la société, c'est la capacité qu'on a à dialoguer. Et dans la démocratie, c'est important. Et moi, j'incite tous les gens. Il faut montrer l'exemple. Mais c'est pour ça que cette majorité soit dans le dialogue. Évidemment, mais alors c'est pour cette raison qu'on est allé écouter ces électeurs. C'est pour cette raison qu'on a des avancées qui sont un peu différentes, qu'on ne tente des formats. Je pense à la convention. On parlait du climat, la convention citoyenne pour le climat. C'est 150 citoyens tirés au sort
qui depuis 3 mois travaillent sur des propositions sur 5 thématiques et qui vont sortir a priori des propositions concrètes qui seront présentées à l'Assemblée nationale ou peut-être, et moi je pense que c'est souhaitable, par référendum au peuple. Il y a là un exercice démocratique. Ce serait sans doute une bonne chose de sécurité. Il mais serait temps peut-être de penser à on jugerait d'un projet globalement on jugerait d'un projet qui est celui de citoyens. Est-ce que ça vaudrait le coup dans ce cas-là effectivement de faire davantage de référendums si les Je sais pas les Français n'ont pas l'impression de se faire... S'il faut faire davantage de référendums, en tout cas ce qu'il faut faire c'est donner la parole aux Français et aller les écouter. Et je rappelle quand même que c'est à l'origine la création d'En Marche. On peut dire ce qu'on veut. Un référendum avec plusieurs thématiques, comme on va par les sujets. À la Suisse, un référendum avec plusieurs thématiques, ce serait un élément entre guillemets révolutionnaire. Par rapport à la logique des institutions. Au moins pour redescendre d'un. Mais il y a quand même deux choses. Il y a mettre en cause ce qui était dans le programme présidentiel et qui est en train d'être fait. Et ça, pour le coup, moi, je suis en désaccord avec l'idée de faire un référendum sur ce que les gens ont voté par élection. Ça, c'est la première chose, parce que ça met en cause la réalité de l'élection. En fait, c'est que cette élection de 2017, elle a été non pas sur un programme, elle a été contre Marine Le Pen. Mais la réalité, et ça, vous l'oubliez systématiquement. Et c'est ça qui fâche, c'est que ce vol démocratique-là. Mais c'est pas un vol démocratique. Parce que c'est pas ce projet. En plus, qui est qui est le candidat qui est arrivé en tête? Moi, je veux bien l'entendre. Mais quand j'entends Mélenchon qui donne des leçons, projet flou. Non, j'attrapais le mot vol d'Alexis Poulain. Mais j'adore Alexis Poulain, je me demandais quand est-ce qu'il allait parler de vol démocratique. C'est fait. On est pile avec le thème suivant là. On est presque pile avec le thème suivant. En tout cas, je peux vous dire aussi malgré tout les commentaires de nos abonnés, notamment sur le Facebook Live de Sud Radio, sont assez durs et notamment avec la majorité. On a un auditeur qui nous dit il faut changer le système, nous ne sommes pas écoutés. Un autre qui nous dit mais nous ne sommes pas entendus. On parle de mépris notamment de la majorité. Attention parce qu'on a beaucoup ce discours-là, mais il faut voir le nombre de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et qui ne votent pas. C'est-à-dire qu'ils laissent tomber leur droit fondamental de citoyen qui est le droit de vote. Et les solutions il faut à un moment aussi faire une campagne pour dire alors ok, on dit que vous n'êtes pas content parce qu'on vous écoute pas, mais est-ce que vous votez? Et les solutions apportées par certains, parce que quand on voit aujourd'hui le Rassemblement national qui critique le climat actuel, mais le Rassemblement national, il ne participe pas de ce jeu-là et il ne propose aucune alternative. Ils sont même pas à l'Assemblée sur la réforme des retraites. On peut critiquer les Insoumis, on le fera juste après. Bon, mais on va le faire, mais on aura quelques secondes pour parler des Insoumis. Malgré tout, parlons-en justement. Ces Insoumis qui déposent près de 22 000 amendements. Je crois que le compteur est bon ou il a continué à augmenter. Alexis non, c'est bloqué maintenant. C'est bloqué, je crois. Ouais. Bon, est-ce que c'est antidémocratique en quelques mots? C'est ce que reproche la majorité? Non, c'est Est-ce que ça vaut le coup de faire des milliers d'amendements? C'est le jeu démocratique, c'est le jeu parlementaire. Rappelez-vous, à la privatisation de Gaz de France, 130 000 amendements qui sont déposés par l'opposition. Là, on est à 20 000. C'est simplement un truc. C'est-à-dire que vous avez une stratégie de pousser un opposant politique dans les cordes. Là, l'idée, c'est de dire, alors vous allez le déclencher ou pas le 49.3? Parce que si vous le faites, alors là, attendez. Et c'est uniquement ça. Et c'est pas du tout antidémocratique. C'est une stratégie. Je pense que le 49.3 ne sera pas déclenché. Et puis ensuite, on dit... moi, je l'entends cet argument de dire c'est de bonne guerre, mais en réalité, c'est exactement ce qu'on disait juste avant. C'est tout ce que les Français détestent, cette obstruction parlementaire, le fait que la démocratie parlementaire elle est bloquée. Mais non, il n'y a pas de vraie question. Écoutez les débats. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je participe. Je dirais, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais j'ajouterais ceci, c'est ce qui est préoccupant, c'est que dans le climat ambiant français, c'est une contribution supplémentaire à l'affaiblissement de la démocratie représentative et ça peut entraîner des conséquences graves. Et vous aurez eu le mot de la fin. Merci à vous Dominique de Montvalon, journaliste politique. Merci Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, et Alexis Poulain, directeur de la publication de la revue Le Monde Moderne. La suite de votre journée sur Sud Radio, c'est avec André Berkoff dans tous ses états. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.